Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce premier jour de l'automne, je vous propose de commencer avec notre première table ronde sur le thème de la relance économique et de la relance écologique. Et pour cela, j'appelle à me rejoindre autour de moi Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris. Venez près de moi, Patrick. Mettez-vous ici, c'est très bien. Éric Groven, responsable de la direction immobilière de la Banque de détail en France de la Société Générale. Gisèle Rossa-Mignot, qui est directrice du réseau de la Banque des Territoires. Mettez-vous au milieu, car vous êtes la seule femme. Mais nous avons le plaisir de vous avoir avec nous. Il y en a d'autres dans la salle, il y en aura d'autres dans les tables rondes. Évidemment, nous attendons l'excellent, il a été annoncé par le président Tortora, l'excellent Nicolas Bouzou, notre économiste, qui va nous rejoindre. Et enfin, Maximilien Pellegrini, qui est le directeur général délégué aux France de Suez. Bonjour à tous les 5. J'ai envie de commencer, parce qu'on va rentrer dans le concret, peut-être par interroger Patrick Ollier sur le moment particulier que nous vivons. Vous l'avez dit, souvent, la métropole est jeune. Elle a 5 ans. Le Grand Paris est jeune. Il a 10 ans, 11 ans. On fêtait les 10 ans l'année dernière. Et on rentre, je crois, dans la décennie capitale pour le Grand Paris. Elle est capitale pour plein de raisons qui ont été évoquées dans les différents discours que vous avez entendus. D'abord parce qu'on va rentrer dans la livraison des premiers projets. Ce grand métro qui a été pensé, qui a été voulu, on l'a dit, vouloir commencer l'aménagement par les transports, c'était une façon peut-être plus intelligente de penser l'aménagement, mais derrière, il va falloir concrétiser la livraison de ces transports. Pour certains d'entre eux, ils ont plus de retard. On a même pu craindre, pendant la crise Covid, que certains d'entre eux soient menacés. Peut-être le sont-ils d'ailleurs. Il y a une dette publique qui a flambé, donc des questions se posent, on en reparlera avec Nicolas. Deuxième raison pour laquelle la décennie est capitale, ça a été dit, c'est que la crise Covid peut-être nous fait rentrer dans un changement de civilisation, un changement d'envie de vivre pour beaucoup de nos concitoyens, pour beaucoup de Parisiens, de grands Parisiens et de grandes Parisiennes. Et que, donc, du coup, la façon dont on va aménager ce Grand Paris, la façon dont il va être gouverné, doit être pensée peut-être différemment, même si le Grand Paris arrive à son heure. Comme le disait Victor Hugo, les grandes idées doivent arriver à leur heure. Peut-être que l'heure à laquelle elle arrive, par les circonstances particulières de l'époque que nous vivons, font qu'il va falloir, et c'est ce que vous avez voulu faire, je crois, anticiper, construire des logements, permettre à tous ces habitants de vivre, et de vivre peut-être de façon plus agréable, parce que pour certains Parisiens, certains Franciliens, Paris n'est pas forcément le paradis qui a été décrit par Olivia Grégoire, il est parfois l'enfer. Comment faire en sorte que le Grand Paris soit un paradis pour les Franciliens? Patrick Ollier, est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression que le chantier vient à son heure et va permettre de résoudre tous les problèmes qui sont devant nous? Merci pour ce défi, Philippe, parce que le paradis, il y a quelqu'un qui n'est pas le président de la métropole pour le gérer. Et je n'ai pas cette ambition. D'abord, je voudrais rendre hommage à ce qu'a dit la ministre. Vous n'avez peut-être pas tous bien entendu, vous avez écouté, mais pas bien entendu ce qu'elle a dit, qui correspond exactement à ce que la métropole fait. C'est-à-dire l'ouverture et l'incarnation. Et effectivement, c'est important que la métropole se sente soutenue par le gouvernement dans ses objectifs. Car vous venez de dire, Philippe, quelque chose d'important. Nous sommes dans une révolution, silencieuse certes, mais une révolution des mœurs, des usages, des modes de vie, qui a été accélérée par la crise du Covid, accélérée. Et cette révolution, on doit l'assumer. Et on doit l'assumer en anticipant. Et on doit l'assumer en prévoyant l'avenir. Pas comme quelqu'un prévoit ce qui va se passer dans 10 ans, mais en construisant cet avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers l'incarnation dont parlait Olivia Grégoire tout à l'heure, la métropole est chargée de cette mission. Elle en est chargée depuis 5 ans. Elle en est chargée depuis 5 ans. Un point, c'est tout. Et elle le fait.
Et elle le fait avec malheureusement un budget qui est tout à fait indigne d'une collectivité comme la métropole. Mais le Parlement vote ce budget et malheureusement on n'y peut rien. Et je le regrette, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus. Mais elle le fait, malgré les critiques, malgré celles et ceux qui font semblant de ne pas se rendre compte qu'elle existe. Vous ne l'avez pas dit, ça. Si vous voulez me lancer sur quelques questions qui moi, fâchent, il n'y a aucun problème, Patrick Ollier. Ça ne me fâche Mais pas. je vous laisse terminer Ça ne me fâche peut-être pas, mais votre j'aime bien introduction. dire les choses devant des personnalités comme celles qui sont réunies ici pour que chacun entende. Nous sommes effectivement harcelés par des personnes qui préfèrent regarder, j'allais dire quelque chose d'inconvenant, mais je vais dire quand même leur nombril, plutôt que s'intéresser à l'intérêt général. Moi, j'ai essayé, avec mes convictions politiques qui sont les miennes, puisque chacun sait, je suis républicain, membre du bureau politique, j'assume mes responsabilités politiques, et pourtant, j'ai demandé à Anne Hidalgo d'être la première vice-présidente de la métropole. Et j'ai demandé aux communistes, et aux socialistes, bien sûr, et aux Verts et aux centristes de se joindre à nous pour créer une gouvernance partagée, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de créer la métropole du Grand Paris en se tapant sur la figure. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi j'ai souhaité au début être président. Et voilà pourquoi je suis heureux d'avoir, et je remercie Geoffroy Boulard, notre vice-président qui est ici présent, une équipe autour de moi qui a permis en 5 ans de ne jamais parler politique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Jamais. Pourtant, il y a des personnalités autour de la table. Il y a les 30 vice-présidents, il y a de tout. Jamais. Et ils savent très bien qu'il y a une porte pour entrer au bureau, et il y a une porte pour en sortir. Et attendez, et le fait de cette gouvernance qui a été organisée a permis de faire, ce qui n'est pas le cas de Lyon, vous avez entendu les critiques, etc., de travailler pendant 5 ans dans l'intérêt public. Pour les villes, et la métropole, c'est une métropole des maires, et je travaille, moi, pour les maires. Il y en a un certain nombre ici. C'est-à-dire que c'est les maires qui décident de ce qu'ils peuvent faire à partir des compétences de la métropole. Et on avance. Tout à l'heure, la ministre a fait une allusion qui m'a beaucoup intéressé, parce que dans le plan de relance de l'État, on n'en parle jamais. Nos 2 concours Inventons la métropole, il y a eu 740 projets pour 70 villes qui ont été candidates, les 2 concours mélangés. Hein, et vous êtes toutes et tous des acteurs de ce fantastique élan. C'est plus de 9,5 milliards d'investissements privés. Les permis de construire, il y en a 25 ou 26 qui sont déjà signés, commencent à permettre aux travaux de s'engager. Là maintenant, alors qu'on est en pleine relance, alors que les gouvernements demandent des efforts pour la relance, alors que les chefs d'entreprise qui sont ici demandent du travail, eh bien, il y a 70 villes qui vont connaître 70 projets pour 9 milliards d'euros investis par le privé. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Non. Oui, ici, d'accord. Mais moi, je parle d'une manière générale. Je trouve ça un peu regrettable et choquant parce que les chefs d'entreprise ont été courageux. Les aménageurs ont été courageux. Ils ont créé des groupements, ils ont pris des risques énormes. Et ils les ont assumés. Oui, mais il y en a qui ont échoué. Et oui, parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne le lot en question. Nous avons décidé de lancer un 3e concours. Vous parlez de relance, je parle de relance. J'ai annoncé hier soir les choses au dîner qu'il y avait. Ce 3e concours, pourquoi ? Parce que les investisseurs, les banquiers ou les aménageurs qui sont ici sont venus à la métropole pour nous dire, avec la Covid, il faut nous aider, il faut qu'on ait du boulot, il faut qu'on ait de la valeur ajoutée pour pouvoir effectivement maintenir nos entreprises, payer nos salariés, etc., et faire un peu de croissance. Donc faites quelque chose. Alors on se tourne vers la Banque des Territoires, au passage. Oui. Mais nous, on peut faire parce qu'on est une collectivité, et vous pouvez aider parce que vous êtes une banque, ben ça marche bien. Et je vous remercie infiniment parce que sans vous, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Il y a un climat de confiance qui est né à ce niveau-là, au niveau national, et ce climat de confiance a permis de faire ce qu'on a fait, et je termine, et de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. J'ai eu les résultats des communes qui sont candidates pour ce 3e concours. Rapidement, je dis les 3 thématiques. C'est la première fois qu'on décide de faire un concours avec 3 thématiques. C'est un peu particulier. La première, c'est comment transformer les bureaux en logements. C'est pour anticiper. Moi, j'ai voulu qu'on anticipe. Alors oui, je suis touché par ça. Des grosses boîtes, je ne veux pas dire les noms, mais qui, à 50 000 m2, disent maintenant, nous, on n'a besoin que de 35 000. Et comment on fait ? Voilà, je me suis dit, peut-être que la métropole peut aider pour, justement, on a un besoin de construction. Eh bien, on transforme les bureaux en logements, ça évite de densifier la ville par des bâtiments, et c'est une solution intelligente pour atteindre les objectifs de création de logements dont on a besoin. 2e thématique, les friches industrielles.
Et là aussi, il y a beaucoup à faire. Et on veut aider les communes à se sortir de difficultés qu'elles connaissent depuis des années et qu'elles n'arrivent pas à gérer, grâce à vous, parce que vos groupements vont trouver des solutions intelligentes. Troisième thématique, l'aménagement des quartiers de gare. Pourquoi ? Parce que je veux, c'est pas je souhaite, c'est je veux, que ce soit les maires qui décident de l'aménagement de leur quartier de gare. La Société du Grand Paris est une société avec laquelle on travaille en toute amitié. On a signé une convention, et je remercie le président Champaigne parce que cette convention est très dynamique, et elle nous permet d'être partenaires, mais c'est les maires qui doivent décider, c'est pas l'État, c'est pas la Société du Grand Paris, de l'aménagement des quartiers de gare. Donc, il y a à peu près, allez, je vais vous dire 48 villes candidates. Hier soir, j'ai dit entre 45 et 50. 48, c'est pile poil. Je pense qu'il y en aura plus de 50 dans une quinzaine de jours, parce qu'il y a des dossiers qui arrivent. Je ne sais pas si vous voyez, en gros, 70 villes pour les 2 premiers concours. Il n'y a que 130 villes dans la métropole. 50 candidates là maintenant. Faites le compte. Quasiment chaque ville de la métropole va avoir dans les 18 mois un projet qui sort de terre et qu'on va voir. Un projet qui est tout petit, comme un bâtiment dans une ville des Hauts-de-Seine, d'ailleurs, qui fait 800 mètres carrés, tout petit. Et puis des projets qui sont immenses, comme à Villiers-sur-Marne, avec une tour énorme et un quartier de gare de plusieurs hectares à aménager. Et dans ces concours, l'imagination a réussi. On a édité des bouquins, on a fait une exposition à l'Arsenal, etc. Et on va faire pareil pour le 3e. Donc moi, je vous remercie, mesdames et messieurs, parce que vous représentez ces groupements à travers les notaires, les banquiers, les aménageurs, les architectes, parce que le talent, il est là. Je vous remercie infiniment de nous avoir fait confiance. Et je vous remercie d'avoir compris que cet élan, on voulait le poursuivre. Et je vous remercie à nouveau d'être candidat. Moi, je donnerai les sites, la liste totale des sites, on va retarder de 15 jours, compte tenu des nouveaux candidats, mi-octobre à peu près, de telle sorte que vous voyez que la métropole est au rendez-vous de la relance. Merci beaucoup, Patrick Ollier, pour ces informations, parce que je crois qu'elles intéressent. Oui, c'est un scoop. Tous ceux, ce sont quelques scoops pour celles et ceux qui sont là. Et puis, on reviendra sur quelques-uns des points que vous avez abordés, mais le temps passe et il faut donner la parole à tout le monde. Peut-être Nicolas Bouzou, quelques mots sur les urgences, finalement, de cette relance du Grand Paris. Énormément d'atouts pour la région capitale, une décennie capitale, je le disais, avec à la fois l'enjeu et le dilemme, on en reparlera avec les uns et les autres, de construire plus, il y a une urgence sur le logement, mais aussi de construire mieux avec cet enjeu écologique qui arrive. Oui, alors quand je regarde les chiffres du Grand Paris, en fait, la situation me semble un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on a une métropole qui est incroyablement attractive. Quand vous regardez les classements les classements internationaux sur la recherche et développement, le Grand Paris doit être dans les 2 ou 3 premières métropoles au monde. Sur les investissements privés, on doit être dans les 2 ou 3 premières métropoles au monde. Sur le tourisme, on doit être premier ou deuxième. Sur l'attractivité des grandes entreprises, je crois qu'on est premier au monde. Donc vous avez vraiment un terreau économique qui est absolument exceptionnel. Mais ce qui me frappe, c'est que même si le territoire est très attractif, il a du mal à générer beaucoup d'externalités positives sur le reste du pays. C'est-à-dire qu'en fait, une grande métropole, quand vous avez une métropole aussi attractive, elle doit rendre le pays lui-même extrêmement attractif. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on voit bien en France, et c'est vraiment quelque chose qui m'obsède, parce que c'est notre principal problème. Enfin, le principal problème de la France, je voudrais vraiment convaincre mes concitoyens et vous en convaincre, c'est qu'on a du mal à rentrer dans cette 3e révolution industrielle. Vous voyez, la semaine dernière, il y avait la keynote d'Apple, que vous avez sans doute suivi à la tribune de très près. Ben, le fait qu'il n'y ait pas d'Apple en France, mais même en Europe, ça m'a empêché de dormir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de Google, c'est qu'il n'y a pas non plus d'Amazon, c'est qu'il n'y a pas non plus d'Alibaba, c'est qu'il n'y a pas non plus de Tencent, c'est qu'il n'y a pas non plus de Tesla, c'est qu'il n'y a pas non plus de SpaceX. Vous voyez, donc on peut prendre toute la litanie. Donc ça, et ces entreprises-là, elles naissent et elles se développent dans les métropoles. Donc ça doit vraiment être notre principal sujet de réflexion. Deuxième sujet de réflexion, vous l'avez dit, Philippe, et on peut d'ailleurs le mettre dans un cadre plus global, au fond, qui est celui de notre contrat social, qui doit quand même être un peu repensé à l'aune de ce que l'on a vécu avec cette crise, c'est la question du logement. Alors là, je vais le dire aussi très simplement, nous ne construisons pas suffisamment en France. C'est une catastrophe. Heureusement, ce que je vais dire est cynique, mais l'opinion publique pense encore sans doute que c'est une fatalité. Mais en fait, ça n'en est
pas une. L'un de nos amis qui s'appelle Robin Rivaton explique toujours qu'on mène des politiques très ambitieuses pour les startups et que c'est très difficile. Les logements, c'est simple. Les startups, on ne peut pas en construire. Les logements, on peut en construire. Donc, ce sont des politiques publiques qui devraient être beaucoup plus simples. Et quand je vois, alors ça n'est pas propre au Grand Paris, puisque c'est vrai dans toutes les métropoles du monde, mais quand je vois l'augmentation des prix du logement, qui est lié tout simplement au fait qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'augmentation des prix du logement, c'est tout bête. C'est simplement le fait qu'il y a une pénurie de logements. C'est bien pire dans certaines métropoles. À San Francisco, vous avez 1% de la population, 1% qui n'a pas de logement, c'est-à-dire qui vit dans la voiture. Voilà. Oui, mais est-ce que ça risque pas de nous arriver, ça, justement, si on construit exactement, pas assez. Mais c'est exactement ce que je suis en train... Le maire de Rouen disait récemment à une autre tribune, il va y avoir des bidonvilles aux portes de nos grandes villes, il commence déjà à y en avoir. Exactement. Si on n'agit pas, qu'est-ce qu'on fait alors? Exactement. Eh bien, il faut justement que la gouvernance permette de faire en sorte que l'on densifie davantage. Alors, densifier le centre de Paris, c'est sans doute un peu difficile. J'entends bien, il y a sans doute encore des marges de manœuvre pour le faire, mais c'est difficile. Mais en première couronne, par exemple, il y a des endroits dans lesquels on peut encore construire considérablement. Vous comprenez, il faut qu'on arrive à joindre les deux bouts, c'est-à-dire de l'innovation des grandes entreprises, et ça progresse, mais on n'y est pas encore, on en reparlera au cours de cette journée, mais il manque encore des briques. Il manque par exemple une brique de financement des entreprises. Pas de financement bancaire, mais de financement en capital. Vous dites non, mais en fait c'est si quand même. On pourra en discuter. Mais enfin, si on veut faire une levée de fonds aujourd'hui à 500 millions ou 1 milliard d'euros, ce qui se fait aux États-Unis, même si on progresse, c'est quand même pas ultra courant. Donc on a encore des choses à faire, même si j'en conviens, on a pris le bon chemin, mais on n'est pas arrivé au bout du chemin. Donc on doit tenir ce bout économique et ce bout social qui, à mon avis, justement, pour une métropole comme celle du Grand Paris, passe beaucoup par le logement. Parce que, vous comprenez, si ces logements, on ne les fait pas tout de suite, Philippe, dans 5 ou 10 ans, on aura très exactement le phénomène que vous craignez. C'est-à-dire que les gens, ils seront dehors. Et ça, évidemment, le corps social en France ne l'acceptera pas à juste titre. Alors, Éric Groven, on parle de logement, vous êtes à la direction immobilière de la Société Générale, vous financez une grande partie, certainement aussi, de certains des projets magnifiques qui ont été proposés et racontés tout à l'heure par Patrick Ollier. Comment faire sortir de terre tous ces nouveaux logements et quelle vision vous-même, par rapport à l'introduction que je faisais, vous avez de la décennie dans laquelle on est en train d'entrer, qui, quand même, probablement, on voit bien, les gens veulent quelque chose d'autre. Est-ce que ce Grand Paris peut apporter ce changement de vie auquel les gens aspirent, notamment dans la façon d'habiter, la façon de se déplacer, la façon de travailler? Alors d'abord, il est exact que les gens veulent autre chose et la crise sanitaire a renforcé les tendances sociologiques de fond qu'on connaissait déjà vers la recherche d'une nouvelle normalité, c'est-à-dire des conditions de vie, de déplacement et de logement différentes. Alors, je ne peux pas manquer de faire un clin d'œil à Patrick Ollier, qui a remercié ma voisine de gauche de la Banque des Territoires pour lui dire que les acteurs privés bancaires ne sont pas totalement absents. Si j'en juge par mon rôle à la Société Générale, nous avons mis en place une enveloppe de 6 milliards d'euros de crédits bancaires pour les acteurs privés et publics entre 2008 et 2014, c'est-à-dire quasiment 1 milliard d'euros par an. Voilà. Alors, à l'échelle du projet en tant que tel, ça représente à peu près ce que la Société Générale représente en France, mais ce que je voudrais dire, et sans esprit de polémique bien sûr, c'est que c'est l'action conjuguée des acteurs publics et privés qui permettra d'en sortir. Je dis simplement que la Banque des Territoires m'aide à organiser la métropole en finançant. Voilà. En finançant. Si vous voulez financer la métropole, j'accepte tout de suite. Nous en parlerons au café dans quelques minutes. Alors sur la petite logement, j'espère qu'on n'arrivera pas à l'extrémité que Nicolas... Faites attention, vous allez faire un green bond pour Patrick Ollier, non pas mais longtemps. écoutez, j'en rêve. Une fois qu'on a dit ça... Déjà, Jean-Christophe Tortora a fait les poches de la Société Générale hier soir au dîner en indiquant qu'il y avait un banquier prêt à financer tout le monde. Donc n'hésitez pas, le guichet est ouvert.
Et c'est la tribune qui garantit les prêts. Vous savez, à l'époque, voilà. l'époque du quoi qu'il en coûte. Voilà, il y a pas de exactement. problème. Le Mais quoi c'est qu'il un en peu coûte, fini, quand même. on verra ce que Jean-Christophe en pensera quand je lui présenterai l'addition. Alors, Plus sérieusement sur le logement. qu'est-ce que vous observez, Non, mais- vous, sur le terrain, voilà, sur Alors, les projections de construction de ce nouveau Grand Paris? Ce que je voudrais dire, parce que c'est ma conviction profonde, c'est que les mal logés constituent une minorité silencieuse. Et c'est notre rôle de faire une acculturation au plus haut sommet de l'État de l'urgence de la situation de logement. Alors vous parliez du prix des logements, mais moi je voudrais vous faire observer quelque chose. La composante principale du prix des logements, c'est le prix du foncier. Que fait-on aujourd'hui en France pour éviter une explosion du prix des fonciers? Et à cet égard, d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, mais il faut le dire parce que c'est la vérité, les 68 nouvelles gares ont par définition, dans leur périphérie immédiate, eu un effet inflationniste sur le prix du foncier. C'est normal. Et donc, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions entre des difficultés administratives de toute nature pour obtenir des permis de construire, l'augmentation du prix du foncier. Ne soyez pas surpris que l'on construise moins. Ce n'est pas la volonté des promoteurs, bien entendu, ni des aménageurs, ni des élus, mais globalement, on arrive à cette situation totalement schizophrène dans laquelle on ne peut pas construire horizontalement en vertu de l'artificialisation des sols qu'on essaie de limiter, et on ne peut pas construire non plus verticalement en densifiant, parce que grosso modo, les populations n'y sont pas favorables. Donc, si vous ne pouvez pas construire construit pas. horizontalement ni verticalement, vous ne construisez pas. C'est ce que j'appelle le sudoku niveau expert, et moi je suis juste au niveau débutant. Voilà. C'est quand même très important de le dire parce que tant qu'on n'aura pas au sommet de l'État intégré cette difficulté qui fait que les gens qui en souffrent ne s'en plaignent pas, on n'avancera pas. Pardon, ce n'est pas que le problème de l'État, c'est le problème aussi des maires. C'est les maires qui ne donnent pas de permis de construire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un vice de construction dans la façon dont le Grand Paris est pensé a été pensé peut-être et est pensé pour le futur, au sens où il n'y a pas, alors pardon Patrick Ollier, je ne vais pas dire il n'y a pas de pilote dans l'avion, vous êtes le pilote, mais il y a un problème à un moment donné de décideur public qui dit je vais construire parce qu'il y a des gens qui demandent à être bien logés, à être mieux logés. Et puis, vous évoquez le prix du foncier. Il va falloir penser aussi demain, on va en parler un petit peu, mais au prix des infrastructures pour construire ce Grand Paris, les prix des matériaux qui flambent avec les suites de la crise Covid, qui fait que ça va être très compliqué dans la décennie qui vient de livrer tous ces logements. Alors évidemment, moi je ne veux stigmatiser personne et nous avons tous une part de responsabilité dans la situation telle qu'elle est. Mais pensez à la réforme de la fiscalité locale. Un maire qui veut construire des logements dans un nouveau quartier s'est trouvé par cette réforme privé des ressources qui lui permettent de Parler de la taxe d'habitation. Par exemple, pour les logements sociaux, la taxe foncière. Et donc, quelle est l'équation économique qui permet à un maire de créer un nouveau quartier sans avoir les ressources financières nécessaires pour financer les infrastructures publiques? C'est juste une situation aberrante. Et donc, c'est pour ça que je dis il faut recréer un lien entre le maire, ses habitants, un lien par la citoyenneté fiscale. Il semble quand même que les taxes foncières et des taxes d'habitation ont une justification économique. C'est l'un des rares impôts. C'est pas ce que pensait le président actuel de la République, visiblement. Probablement pas. Puisque cette année, il va supprimer la dernière part de la taxe d'habitation pour les plus riches. Vous pouvez dire un mot, bien sûr. Non, je veux dire un mot parce que c'est pas comme ça que ça se passe exactement. Pardon. Je suis maire aussi, il y en a certains dans la salle. C'est pas comme ça que ça se passe. Bien, c'est pour ça que la métropole, justement, je ne sais pas si on est pilote ou pas, a créé cette impulsion à travers ces concours. Parce que s'il n'y a pas eu les concours, il y aurait... Il ne se passerait rien. Ah, mais attendez, pardon, je n'ai pas dit le chiffre, parce que là, je ne l'ai pas dit. Dans les 2 premiers concours, c'est 20 000 logements qui sont construits. Vous n'en parlez pas, je n'ai pas entendu le chiffre. 20 000. Oui, mais il en faut 70 000, pardon, Patrick. Ce n'est pas le problème. Non, 70 000 dans la région. La métropole, c'est 38 000. Là, il y en a 20 000. Il en faut le double. Et ça va sortir cette année. Donc, le problème, c'est que les maires complètent ces 20 000 par des initiatives que les maires prennent. Mais justement, les concours ont la faculté d'accélérer le processus par une lisibilité qui permet effectivement d'avoir confiance, et les maires se sentent épaulés par une collectivité qui existe. Et grâce à votre soutien aux investisseurs, pas à la métropole, on arrive à construire. Donc, dans les premiers concours, 20 000 logements, dont plus de 3 000 logements sociaux. J'aimerais qu'on cite les chiffres, parce que ça rentre dans l'objectif des 38 000 logements par an. Voilà. Parce que 70 000 logements sur la région parisienne, c'est 38 000 logements dans la métropole. Et c'est pour ça que nous attaquons à ce travail.
On va peut-être poursuivre le débat. Alors, avec vous, Gisèle Rossamignon, on a, Patrick Ollier a cité la Banque des Territoires, vous dirigez le réseau de la Banque des Territoires. Vous me disiez, le Grand Paris, vous y avez évidemment une contribution très importante, pas que le Grand Paris, puisque vous vous occupez du réseau de toute la France, mais pour vous, le Grand Paris, pour la Banque des Territoires, c'est quoi finalement, et notamment dans ces grands projets et dans sa transition écologique, puisque c'est la table ronde qui nous occupe. D'abord, oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de retrouver des visages que j'ai croisés dans une vie antérieure, il y a 10 ans, au moment où nous réfléchissions sur la construction du Grand Paris et de son réseau de transport notamment, mais pas que. Donc, ravie de vous y retrouver. Alors, effectivement, hier, j'étais à Vichy et on examinait comment on peut relancer le thermalisme. Et alors, aujourd'hui, je suis ici sur le Grand Paris. Pourquoi ? Parce que le Grand Paris, c'est un territoire forcément pour lequel la Banque des Territoires, comme son nom l'indique, porte toute son attention, compte tenu y compris de sa contribution, comme l'a dit Nicolas, au dynamisme économique de la France. Nous, on a deux convictions. Enfin, j'ai deux convictions. La première conviction, c'est qu'il faut du temps long. Finalement, ça fait 10 ans. 10 ans, est-ce que c'est si long que ça pour construire une ambition telle qu'on la porte aujourd'hui ? Moi, je suis optimiste. Je trouve qu'on a déjà beaucoup avancé sur la construction de ce Grand Paris, de ces projets du Grand Paris. Parce que nous, on parle projet. La Banque des Territoires, c'est une banque de projets qui finance donc des projets sur les territoires. Et donc, sur le Grand Paris, évidemment, c'est capital. Donc, une conviction, la relance économique, le développement économique passera par deux éléments. Passera par la commande publique, par le dynamisme des collectivités territoriales, et je salue le président Ollier qui en a parlé. La deuxième conviction, c'est que ça passera par le développement des entreprises, par l'activité entrepreneuriale, et vous l'avez dit, Nicolas, tout à l'heure, par l'attractivité aussi de ce territoire pour le monde des entreprises. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la Banque des Territoires est sur ce territoire ? Elle est sur ce territoire parce qu'elle partage les enjeux de ce territoire. Alors on a beaucoup parlé du logement, on pourrait y revenir. Je partage la conviction qui a été évoquée tout à l'heure. Oui, le logement est un enjeu majeur pour le Grand Paris. La Banque des Territoires finance à peu près 30 000, finance et rénove, parce qu'on ne parle que du financement des constructions nouvelles. Il y a la rénovation des logements qui est un élément majeur. On finance à peu près 30 000 logements, dont 60% dans le Grand Paris. Et donc, c'est tout ce qu'on injecte aussi dans l'économie du BTP. Moi, je fais un lien majeur entre, action publique et action privée. Et donc, tout ce qu'on injecte également en financement sur le logement, on l'injecte, et évidemment, avec mes collègues partenaires de banques privées, on l'injecte dans les filières économiques qui nourrissent aussi le Grand Paris. Donc, on partage les enjeux du Grand Paris, le logement, bien sûr, mais aussi, il faut bien le dire, avec des équations qui sont difficiles. L'enjeu aujourd'hui du Grand Paris, c'est quoi ? C'est l'adaptation au changement climatique. C'est la question finalement de l'artificialisation des sols. C'est la question de la gestion de la nature en ville, qui est quand même un sujet de préoccupation aujourd'hui de nos citoyens et qui est un vrai sujet de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un enjeu de sobriété énergétique. Et on pourra y revenir parce que la table ronde, c'est autour de la transition écologique énergétique. Et puis, c'est un enjeu aussi lié à la dynamisation commerciale. Et donc, il faut que, évidemment, tous ces impératifs-là nous permettent aussi d'accompagner la construction et la rénovation de logements pour faire du mieux, du meilleur et surtout de l'anticipation sur ces priorités. Le troisième enjeu sur lequel je reviens, et je vais très très vite, c'est l'enjeu du secteur touristique. En fait, la transition écologique énergétique, elle traverse tous les secteurs. L'enjeu du tourisme en Île-de-France, j'y suis particulièrement attachée, particulièrement convaincue, il est majeur, mais il faut que la filière touristique, le tourisme en Île-de-France et dans le Grand Paris se révolutionne quelque part. Et donc là aussi, il faut qu'on pense le tourisme autrement, un tourisme plus vert et un tourisme plus sobre.
Et puis le quatrième point sur lequel je voulais revenir, c'est évidemment l'accompagnement des filières qui permettent la transition écologique et énergétique, les filières hydrogène, les filières électriques, sur lesquelles nous, on est très positionnés. Alors je vais paraphraser quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais je le fais de manière spontanée. Éric Lombard, ce matin, au moment où je vous parle, fait une conférence de presse pour parler du plan de relance de la Caisse des dépôts. Et moi, si j'avais un message à passer pour le Grand Paris, c'est qu'il faut aller plus vite, plus fort. Éric Lombard a évoqué un chiffre. Aujourd'hui, le plan de relance porté par le groupe Caisse des dépôts, dont est actrice évidemment la Banque des territoires, c'est de 26 milliards de fonds propres sur 5 ans. Au moment où je vous parle, on est à 40%. 40% de fonds propres qui sont injectés dans les territoires, et évidemment dont bénéficient pour grosse partie l'Île-de-France et le Grand Paris. Moi, ma conviction, je l'ai depuis cheville au corps, comme dirait Madame la Ministre, depuis des mois et des années autour du Grand Paris, c'est qu'il faut accélérer. Et aujourd'hui, la transition qui est liée... Il faut accélérer parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, les banques... même si effectivement il y en a encore peut-être besoin de davantage. Ce qui manque pas, c'est les projets. Alors les projets, projets, ce que dit Éric Lombard, il faut plus de projets. Alors, vous m'avez montré une carte où il y a plein de projets magnifiques. J'en ai une carte. J'ai une carte de l'Île-de-France. Quelques exemples de projets. On a plein de projets. Je pense que des projets il y en a, mais il faut vraiment que le monde privé et le monde public travaillent ensemble pour faire émerger ces projets. Il faut évidemment que les investisseurs privés ne cherchent pas forcément des rentabilités exceptionnelles dans ce contexte aujourd'hui, mais en tout cas des projets, il y en a. On finance, nous, Banque des territoires en Île-de-France, des stations hydrogène pour équiper les taxis, les taxis électriques, donc plutôt la filière électrique, des stations hydrogène. On finance du photovoltaïque. On finance la rénovation thermique des bâtiments publics grâce à des ingénieries financières qui sont tout à fait nouvelles aujourd'hui. Donc oui, du projet, il y en a. Il y en a en Île-de-France. Et d'ailleurs, c'est en écho à ce que disait Nicolas tout à l'heure. Il y a un dynamisme économique qui est évidemment un élément d'attractivité dans ce territoire. Alors Maximilien Pellegrini, vous êtes le dernier à parler, mais vous allez parler de relance écologique puisque vous êtes chez Suez. On va parler d'eau, on peut parler également de recyclage, d'économie circulaire. Les enjeux du Grand Paris, pour vous, sont majeurs parce qu'il y a à la fois l'existant qu'il faut améliorer, mais il faut construire tout ce qui est en train de sortir de terre, que Patrick Ollier nous expliquait tout à l'heure. Notamment, par exemple, ces 68 nouveaux quartiers qui devraient arriver autour des 68 gares. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour le groupe Suez ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et d'être présent parmi vous. Tout d'abord, effectivement, on est acteur de la transition écologique, mais on accompagne les territoires français depuis 150 ans, donc à ce titre, on est aussi observateur. Et ma conviction profonde, c'est que le Grand Paris est une échelle pertinente pour penser la transition écologique pour 2 raisons extrêmement importantes. Tout d'abord, la cohérence. On a beaucoup parlé dans cette table ronde de logement, mais on sait pertinemment que l'habitat et la mobilité sont les 2 faces d'une même pièce. On sait également qu'il va falloir faire face à des épisodes de sécheresse intense. La sécurisation en eau potable du Grand Paris est une question qu'il va falloir traiter. On sait aussi que le recyclage des déchets soulage énormément les émissions de gaz à effet de serre et fournit des matières premières secondaires beaucoup moins gourmandes qui permettent aussi d'alimenter le BTP et l'habitat. On parle souvent de transition écologique comme un chapitre qui serait caché ou prépondérant d'une relance économique. Et je crois, quand je parle de cohérence à l'échelle territoriale, qu'il faudrait penser des projets de transition écologique qui intégreraient des plans de relance et développement, parce que quelque part, c'est en tout cas l'observateur que je suis au travers de nos métiers qui le dit, la transition écologique et les projets de transition écologique au niveau d'un territoire, c'est ce qui permet de réconcilier, en fait, toute cette cohérence et toute cette action publique pour amener, in fine, de la qualité de vie aux citoyens dans un cadre d'économie sociale et solidaire. Et pertinent aussi pour des questions de taille. 2 exemples de nos métiers. On sait très bien aujourd'hui que la loi NOTRe en France, celle qui donne les compétences aux intercommunalités, a permis d'asseoir des visions d'eau et d'assainissement structurantes, de long terme, homogènes,
des péréquations pertinentes, politiques au niveau des territoires. Donc on voit bien que la taille est extrêmement importante. Et je pourrais également prendre la question de la gestion régionale des déchets. Donc le Grand Paris, à la fois au travers d'un projet de transition écologique, peut réconcilier des politiques publiques et en même temps a une taille pertinente pour avancer sur le long terme. 2 chiffres tout de même par rapport au métier essentiel que je représente aujourd'hui, qui est l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux résiduaires et le recyclage des déchets. La filière française a estimé à 17 milliards pour les sujets eau et assainissement les investissements nécessaires pour anticiper, non pas atténuer, parce que c'est déjà trop tard, les effets du dérèglement climatique. Et 24 milliards pour pousser le recyclage et la valorisation des déchets dans le cadre d'une économie solidaire, circulaire, qui produit de l'énergie et des matières premières secondaires. 17 plus 24 milliards. Est-ce que ce n'est pas le point aveugle du plan de relance, ces sujets-là? Parce qu'on n'en parle pas dans le plan de relance. C'est les grands oubliés, effectivement. 200 millions sur les 100 milliards dédiés à l'eau et 4 milliards sur l'essence, sur les déchets. C'est pas assez, mais le rôle d'une entreprise comme la nôtre, c'est d'apporter de l'expertise et des solutions pour faire en sorte qu'on investisse mieux et moins avec des solutions pertinentes. Je vais vous donner 3 exemples très rapides. Il fut un temps où les systèmes d'assainissement étaient nuisibles, ça sentait mauvais, ça consommait de l'énergie. Aujourd'hui, grâce au système d'assainissement sur les territoires, et c'est le cas dans le Grand Paris, on arrive non seulement à produire de l'énergie, on arrive à recycler l'eau et on est en train de récupérer du phosphore pour faire de l'engrais. Donc ça devient ressource pour les territoires, alors qu'il fut un temps, ça captait des ressources. Sur la gestion des déchets, on arrive à capturer 90% des déchets sur les travaux du Grand Paris Express à l'origine, en faisant des systèmes de déchetterie, de mini-déchetterie sur place pour limiter le déchet ultime. Et enfin, la qualité de l'air, le monitoring des gaz à effet de serre, qui est un sujet majeur. Aujourd'hui, on sait non seulement comprendre d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre, mais on sait aussi prédire les actions des politiques publiques. Donc tout ça pour vous dire qu'une entreprise comme la nôtre réclame des investissements, certes, mais elle est là aujourd'hui pour apporter des solutions et l'innovation et de l'expertise, à 2 conditions. La première, et c'est pour cela que le Grand Paris et ses concours nous sied, et je crois que c'est de bon ton, de mettre autour de la table les acteurs privés, publics, l'ensemble des parties prenantes pour imaginer à l'échelle des territoires les solutions qui font sens. Tant que la commande publique, pardon de le dire à chaque fois, mais s'exprimera par des cahiers des charges prescriptifs, on n'y arrivera pas. Il faut qu'à un moment donné, une entreprise puisse amener son expertise, son innovation très en amont pour imaginer les solutions de demain en co-construction. Et la seconde condition absolument critique et indispensable, à nos yeux, et on le mesure chaque jour, c'est la méconnaissance tout de même de nos citoyens par rapport au sujet de transition écologique. Qui aujourd'hui parmi nous est capable d'expliquer le cycle de l'eau, le petit, le grand, le coût d'un service public, idem pour la mobilité, ou le lien entre le recyclage et l'énergie renouvelable. Donc on doit redoubler d'efforts pour expliquer, accompagner les citoyens et amener les meilleures solutions pour qu'elles soient acceptables et qu'elles fassent sens au niveau des territoires. Mon grand message, et j'en termine, et ma grande conviction, c'est de faire en sorte que les projets de transition écologique soit holistique, inclusif et qu'il drive finalement la relance économique et pas l'inverse. Alors, on pourrait parler de beaucoup de sujets, je vais essayer de concentrer sur ce que j'essayais de dire en introduction, peut-être Éric Greven et ensuite on fait un tour de table. Est-ce qu'on est à l'aube d'un changement de civilisation? Probablement, en tout cas on peut se poser la question. Est-ce que du coup le Grand Paris est encore la bonne échelle? Est-ce que le raisonnement, les gens, c'est pas aussi l'Île-de-France? Est-ce que pas mal de gens veulent aller vivre à la campagne, au vert? Donc la zone dense, c'est très bien, mais comment on construit en tout cas des logements qui correspondent aux attentes des gens? Est-ce que vous ressentez que les gens veulent toujours vivre là? Ou est-ce qu'ils s'éloignent de plus en plus? Est-ce que le Covid n'a pas été le principal acteur de la transition écologique? On se déplace moins, on télétravaille. Est-ce que les aspirations des gens, finalement, vont pas faire en sorte que ce Grand Paris qui était très intelligemment pensé quand on s'est dit il fallait le faire, sauf qu'il arrive peut-être trop tard, et à un moment où finalement les gens veulent aller vivre ailleurs finalement. Et est-ce que ça ne change pas la nature du problème? Alors, savoir dire si nous allons changer de civilisation, je ne suis pas assez savant
ni futurologue pour le dire, mais Je parlais on de civilisation voit- du travail. Hein, Bien vous voyez sûr, bien cette bien idée sûr. métro, boulot, Bien sûr. dodo. C'est C'est vrai. vrai. Le métro Alors, du Grand Paris ou le métro de Paris, c'est pareil. Là-dessus, je crois que je partage votre point de vue, monsieur. Je pense que, en dépit des arguments contraires, le Grand Paris, c'est déjà la bonne échelle. Réussissons ce projet avec la métropole et on aura déjà fait franchir à des millions de Français, et d'ailleurs Et par... peut-être sans oublier ceux qui veulent aller plus loin. Alors, il y a ceux qui veulent aller plus loin. À cet égard, il y a deux aspects différents. D'abord, dans les projets qui sont en cours ou qui vont être livrés, les espaces extérieurs, la végétalisation, bref, la capacité que nous donnons aux habitants des nouveaux programmes de prendre l'air. L'adaptation au changement climatique Voilà. pour aller vite. Ça, c'est quand même déjà un point extrêmement important. Il ne faut pas imaginer qu'on livre aujourd'hui, en 2021 et 2022, les mêmes bâtiments que dans les années 70. Donc déjà, on a un premier pas qui a été fait. Ensuite, je trouve personnellement qu'on manque un peu de recul pour savoir quelle sera la magnitude réelle du phénomène des villes vers les campagnes. Et je vais vous en donner un exemple. On a beaucoup parlé du télétravail et comme l'une des manifestations au fond sociologiques les plus importantes que les organisations, les grandes organisations ou les plus petites d'ailleurs, ont connu dans la période récente. Le bilan que l'on fera aussi du télétravail sera probablement beaucoup plus contrasté que ce que l'on a vu pendant la période de Covid, où parce que les gens étaient claquemurés chez eux, ils étaient obligés de faire du télétravail. Moi, je constate dans mes équipes beaucoup de gens qui veulent revenir travailler sur site, mais pas forcément dans le même environnement de travail que celui d'avant. Il faut que nous soyons capables de repenser les espaces, de faire en sorte que le bureau soit à nouveau désirable, que la valeur sanitaire des bâtiments soit promue, c'est-à-dire que le salarié ait confiance dans l'environnement de travail dans lequel il arrive. Est-ce que le bâtiment participe à ma santé, protège ma santé, participe à mon bien-être? Donc, moi, je veux croire que nous sommes vraiment à bord d'une nouvelle expérience de vie tous ensemble. Je pense également que, comme en toute chose, les balanciers, en général, font un pas à gauche puis un pas à droite. Et l'exemple du télétravail me montre toute l'humilité que nous devons avoir, me semble-t-il, avant de tirer des conséquences définitives. Nicolas, sur ce sujet, on fait un petit tour de table, on finira par vous, Patrick. Trois choses extrêmement rapidement. Un, sur le télétravail, qui est quand même structurant dans la réflexion que doit avoir une métropole comme le Grand Paris, c'est quand même important. Enfin, je veux dire, évidemment qu'on ne va pas revenir au télétravail comme pendant la crise, heureusement d'ailleurs. Le problème, c'est télétravail pour qui, pas pour tous. Il y a ceux qui peuvent, il y a ceux qui peuvent pas. Vous avez entre 30, enfin, on est quand même dans une région qui est une région de service. Vous avez entre 30 et 40% des jobs qui sont télétravaillables en Ile-de-France. Et on voit là en ce moment, parce que c'est en ce moment que les accords d'entreprise ou que les accords de branche, un peu plus rarement, sont en train d'être négociés. On voit finalement, les entreprises sont assez ambitieuses. Hein. On voit qu'on va à 2 jours et demi de télétravail par semaine. Je peux vous dire que 2 jours de télétravail par semaine sur 30 à 40% des emplois, c'est un changement qui est colossal. Première chose. Deuxième chose, on en parle moins, la question de la logistique. Vous avez dit, Philippe, à fort juste titre, qu'il y avait beaucoup d'argent en ce moment. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On ne sait pas bien jusqu'à quand. Beaucoup de mes collègues disent que ça va durer, mais en fait, on n'en sait rien. En tout cas, aujourd'hui, il y a énormément d'argent. Mon sentiment parfois, c'est qu'il y en a même un peu trop d'ailleurs. Mais bon, et en tout cas, on peut financer des investissements. Regardez ce qui est en train de se passer en matière de logistique dans un territoire comme le Grand Paris. Regardez l'évolution du commerce. J'avais hier un entretien avec Pascal Ebel du Crédoc qui m'expliquait que le e-commerce pendant la crise a doublé. On est passé de 5% du commerce à 10% du commerce. Et on n'a pas l'impression, pour le coup, que ça redescende. Elle m'expliquait aussi que la part de marché des hypermarchés, qui diminuait déjà, mais diminue encore plus au profit des commerces de centre-ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensons à une ville comme Paris. Ça veut dire plus de flux logistiques à l'intérieur de Paris, alors même que, on en parlera peut-être avec la maire de Paris cet après-midi, à fort juste titre d'ailleurs à mon sens, eh bien, on laisse de plus en plus d'espace pour les pistes cyclables, la mobilité est un petit peu plus compliquée pour les camions, comme dans toutes les métropoles du monde. Toutes les métropoles du monde. Mais quand même des changements en matière, considérables. vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en matière d'investissement logistique? Ce que je veux dire, le paysage de nos villes, et notamment à Paris, la façon dont s'organise la logistique, les transports, on a l'impression qu'on rentre dans un changement majeur. Mais majeur, je m'arrête là. Mais
Et je trouve ça assez excitant intellectuellement de me dire que, par exemple, on pourrait imaginer une espèce de logistique sous terre, de métropolitain logistique, vous voyez. Ça, c'est le rêve d'Elon Musk. Mais c'est... Ouais, mais qui veut faire des un gens tunnel aussi. entre Los Oui, Angeles ce sont des et San sujets absolument Francisco. passionnants. Et dernier point, mais vraiment en 10 Je secondes. t'arrête, oui, parce qu'il 10 faut secondes, faire il le faut tour. vraiment qu'on réussisse ce truc du Grand Paris parce que, en fait, ça donne, réussir ce genre de choses, ça montre à nos concitoyens que l'action publique est possible, qu'elle est efficace et qu'elle améliore leur vie. Non, mais garde de toute façon ce soir, tu devras nous expliquer pourquoi ça va foirer, donc, comme l'a expliqué Jean-Christophe. Maximilien Pellegrini, sur ce changement de civilisation avec la transition écologique, quelques mots. Je crois que vous avez complètement raison. On va devoir changer de mode de production et de consommation, ce qui implique un pas de temps extrêmement long. Alors, à l'heure où on vit à l'immédiateté, à l'heure du digital, à l'heure où, lorsqu'on ne répond pas à un email au bout de 2 minutes, on s'interroge, on est sur des transformations extrêmement profondes et je crois qu'on a besoin de programmation extrêmement longue, ce qui pose la question épineuse, mais je ne peux pas y répondre, du mandat électoral versus l'action politique. Aujourd'hui, on est sur des sujets qui sont tellement structurants et impactants qui ne peuvent pas, en fait, souffrir de virage à 180 degrés en cas de changement politique. Donc ça, c'est une question majeure. Pensez le temps long que je dans un mets sur la changement de table. civilisation. Gisèle Rossamigno, en 1 minute. Alors bon, moi je ne suis pas non plus devin, donc je ne sais pas si c'est un changement de société. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en accélération de la transformation. Quelque chose qui se transformait petit à petit s'est accéléré. Mais finalement, il y a un élément qui demeure, c'est qu'est-ce qui rend un territoire attractif pour un citoyen français, un citoyen du Grand Paris. Les éléments sont toujours les mêmes, on va dire. Par contre, l'approche de ces éléments est différente. Ce qui rend attractif, c'est pouvoir se loger, pouvoir se déplacer facilement, pouvoir se soigner. On n'en a pas du tout parlé dans cette salle. C'est quand même un sujet, pouvoir se soigner, pouvoir éduquer ses enfants. Et ces fondamentaux, ils restent vrais. La seule chose qui change aujourd'hui, c'est comment on les aborde. Oui, ça a rendu insupportable le confinement à beaucoup de franciliens parce que, évidemment, ils avaient l'impression d'être prisonniers dans leur ville, prisonniers dans leur appartement. Et donc, il y a un souci, une aspiration à une mobilité différente, à finalement ce qui fait plaisir différemment. Et donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à rendre attractifs les territoires en reprenant ces éléments-là, mais en intégrant cette transformation qui s'accélère des besoins fondamentaux quelque part. C'est une modification substantielle des besoins fondamentaux des citoyens du Grand Paris, de l'Île-de-France et français. Alors, Patrick Ollier, nous dépassons le temps d'1 minute 30, donc il vous reste 1 minute 30 pour nous expliquer, vous ne serez pas là ce soir, qu'est-ce qui peut planter le Grand Paris. C'est pas de ma faute si vous dépassez le temps. Hein. Non, mais j'ai pas dit que c'était de la vôtre. Alors je vais essayer Qui peut planter le Grand Paris? Non, je ne vais pas répondre à ça, je suis Vous désolé. voulez pas répondre? Alors revenez ce soir, alors je vais vous saurez. essayer. Qu'est-ce qui peut planter le Grand Paris? La métropole. Si c'est moi, si je me plante. J'en suis le responsable. Donc vous devez réussir. Voilà. Vous êtes condamné à réussir le Grand Paris. Si j'échoue, vous me pendrez haut et court. Hein. Je voudrais ajouter à ce que vous avez dit pour que vous compreniez que nous, on essaie de faire le job. C'est tout. On est là, la métropole existe, je ne spécule pas sur l'avenir, je ne sais pas comment ça va se passer plus tard, mais je suis en responsabilité, et je salue le vice-président du tourisme, justement, c'est pas du tourisme, du Carbonas, le maire d'Alfortville qui est là, avec Geoffroy Boulard. Nous sommes en charge avec notre bureau de la gestion de la métropole. Le reste ne m'intéresse pas. Les ambitions des uns des autres ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de réussir pour les villes et pour les maires. Alors, pour vous montrer rapidement que la métropole ne s'occupe pas que de construire, parce que c'est ce qu'on fait, et merci de financer, on a un programme énorme au niveau de la transition écologique. Énorme. La ZFE qu'on est en train de lancer, c'est colossal. 5 millions de personnes sont concernées par la mise en œuvre de cette ZFE. Pas très populaire. Hein. Si, mais le problème, ce n'est pas d'être populaire, c'est d'être efficace. Parce qu'il y a 6600 morts par an dans l'aire métropolitaine à cause des particules fines. Est-ce qu'il faut qu'on reste, nous, les bras ballants, et qu'on les regarde mourir? Réponse, non. On aider les gens à acheter des voitures électriques. On agit. Et installer des bornes. C'est vous qui m'incitez à dépasser le temps. Hein. Je suis en train de me faire engueuler là. Alors, justement, pardon, on a fait la ZFE. Faut conclure, Patrick. On a fait la ZFE et on donne jusqu'à 18 000 € pour acheter un véhicule neuf et 13 000 € pour acheter un véhicule d'occasion. Avec notre guichet unique, c'est pas rien. Personne n'en parle. Ensuite, on a le plan vélo. Et le plan vélo, c'est 200 km de pistes qu'on va créer avec 8 lignes de pistes cyclables et on donne 10 millions d'euros par an pour construire ce 100 km. Le plan a été approuvé, on va le lancer. En 2022, vous votez Hidalgo ou Pécresse?
Je pense que je vais voter Ollier. Et ça sera le mot J'ai de pas encore conclusion. tout dit. Attendez, je termine. Dernier mot. Non, je termine parce qu'il faut pas les. Vous avez parlé de logistique, Nicolas. Nous avons créé un groupe de travail. Il y a 60 des plus grandes entreprises de France dans ce groupe de travail. C'est Jean-Michel Ginestier, vice-président métropole, qui le gère. Et nous sommes en train de lancer des expérimentations sur la coordination des réglementations des villes pour faciliter les flux touristiques. Personne n'en parle. On le fait. Voilà, je vais seulement dire ça. Je termine pour les chefs d'entreprise qui sont là. Il y a eu 140 millions de plans de résilience pour aider les entreprises. 6 000 entreprises ont été aidées. La métropole a mis 24 millions sur cette somme. Et nous venons de décider, c'est un scoop, cher Jean-Christophe, d'annuler la dette de ces entreprises. Avec Valérie Pécresse, qui annule aussi pour le conseil régional. La métropole va annuler la dette de ces entreprises. Bravo, merci beaucoup Patrick Ollier. Merci à vous 5.